Place maintenant à l'invité au cœur de l'info. J-2 avant la fin des Jeux paralympiques pour lesquels l'engouement du public a bel et bien été au rendez-vous. Au-delà des performances des athlètes qui a enthousiasmé, le regard du public sur le handicap semble avoir quelque peu changé, même si beaucoup reste encore à faire. La cérémonie d'ouverture y a été pour beaucoup, tout comme la médiatisation de ces Jeux et la parole surtout de certains athlètes qui en ont profité pour porter la voix de ce changement. On en parle ce soir avec notre invitée, la philosophe Marion Chotin. Bonsoir, spécialiste de l'histoire du handicap, co-autrice de Jacques Lucéran, Entre cécité et lumière, et puis apparaître également Figure du handicap dans la philosophie occidentale, une anthologie que vous avez donc coécrit avec Gaspard Brun, à sortir donc dans quelques mois si j'ai bien compris. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. On approche donc de la fin de ces Jeux paralympiques. C'est l'événement handisport le plus spectaculaire qui a jamais été organisé. Certains parlent de parenthèse enchantée. C'est votre point de vue aussi ? Alors, je précise tout d'abord que je m'exprime de l'extérieur sur le handicap, que je ne suis pas considérée comme une personne handicapée et que je fonde mes travaux sur les perspectives critiques des personnes handicapées. Mais pour vous répondre, oui, tout à fait. Moi, j'ai assisté à un certain nombre d'épreuves et, comme vous le disiez, la ferveur est là, le public est au rendez-vous et c'est un très bel événement. Ça vous a surpris, cet engouement ? Un petit peu, je l'avoue, parce que j'ai notamment assisté à des épreuves de boccia et la première de mes motivations avait été d'y aller pour remplir un petit peu les stades pour les épreuves finalement qui sont que je pensais être les moins attirantes pour le public et le stade était quasi il y a eu plus de plein. 2 millions de billets Exactement, vendus. et je crois même qu'on a battu, si je ne fais pas erreur, le précédent record qui était celui des Jeux paralympiques de Londres en 2012, parce que je crois que le seuil des 2,4 millions d'entrées, ça y est. Donc, même si j'ai aussi des... Et la couverture audiovisuelle aussi est 3 fois plus importante que pour les Jeux de Tokyo. Là aussi, c'est une victoire. Oui, ça reste une victoire de mon point de vue, même si, comme j'allais le dire, il y a aussi j'ai des critiques à faire, comme d'autres en font, sur cette couverture médiatique. Pourquoi c'est si difficile pour certains encore de s'y intéresser autant que pour les JO ? Pour des raisons, je pense, de validisme, ce qui est donc l'équivalent du racisme ou du sexisme, donc pour le handicap, et qui est finalement une infériorisation des personnes handicapées. Donc c'est encore compliqué pour le grand public, mais de moins en moins ce succès en atteste, de dissocier finalement handicap et incapacité et de reconnaître finalement tout un panel de capacités. On n'y est pas encore tout à fait, oui, mais je pense que ces Jeux y contribuent. Alors que les personnes handicapées, en tout cas ces athlètes, ne se considèrent au contraire très capables. Alors certes, à l'aide de prothèses, etc., mais elles se considèrent comme des athlètes à part entière au final. Oui, et ce que ces personnes sont, bien sûr, mais l'attitude, encore trop souvent, je trouve, du grand public, consiste, lorsque leurs capacités sont reconnues, parce que ça arrive de plus en plus, on ne peut pas ne pas les constater, ces capacités, une attitude qui persiste consiste à, finalement, en quelque sorte, invisibiliser paradoxalement un petit peu le handicap en mettant en avant les capacités, tellement le handicap a été associé à l'incapacité que lorsque la capacité est reconnue, c'est le handicap qui s'estompe, voire s'efface. Et on pense faire un compliment en disant qu'est-ce qu'ils sont doués. On en oublie qu'ils sont handicapés. Mais c'est comme si on disait... Et c'est effectivement un reproche que beaucoup d'athlètes ont fait également aux médias, le fait de saluer justement ce courage hors norme de ces athlètes qui, malgré leur handicap, réalisent donc des exploits sportifs qu'on qualifie d'incroyables. Ça agace passablement certains athlètes. Qu'est-ce que ça dit, ces mots
d'admiration de notre regard justement sur ces personnes? Eh bien, ces mots disent tout le validisme qui persiste, hein, puisque même s'il existe une bonne admiration devant le travail accompli, les résultats obtenus, demeure aussi l'admiration fondée sur l'ignorance, parce qu'on ignore tout du handicap et on s'étonne qu'une personne aveugle soit capable de jouer au foot, par exemple. Quant au courage, j'aurais tendance à dire que c'est pire encore, parce que se cache souvent finalement derrière ce mot le courage de supporter la vie dans tel ou tel état, alors que le handicap n'est absolument pas une tragédie personnelle. Et c'est vrai que la compassion, l'admiration sont, je trouve, les deux faces de la même médaille, mais la médaille du validisme. Ça part d'une bonne intention, mais au final, ça finit par vexer. Vous avez voulu visionner, et c'est la tradition dans les interviews d'Au cœur de l'info, une image d'archive. Il s'agit des Jeux silencieux de 1924. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il et pourquoi ce choix ? Alors, donc les Jeux internationaux silencieux ont été fondés donc au début du siècle dernier par un militant sourd français qui s'appelle Eugène Rubens Alquet, et il s'agissait donc d'organiser des Jeux à l'international réunissant des personnes sourdes. Bon, on peut regretter que lors de cette première édition en 1924, donc on fête donc le centenaire de ces Jeux, et je trouve qu'ils sont trop souvent passés sous silence. Oui, on peut simplement regretter qu'il n'y avait en 1924 qu'une seule femme, mais ça a bien changé depuis. Et comme on parle assez peu finalement des personnes sourdes, encore exclues finalement des Jeux paralympiques, il me semblait important de rappeler cela, et aussi pour montrer que bien évidemment les personnes handicapées n'ont pas attendu Ludwig Guttmann, donc le créateur des Jeux paralympiques en 1948 puis 60. Les personnes handicapées n'ont pas attendu les personnes valides évidemment pour faire du sport. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire du handicap, de l'Antiquité à nos jours. Comment est-ce que le regard et la pensée autour du handicap a évolué à travers les siècles, rapidement ? Alors, c'est complexe, parce que c'est très variable selon les périodes. En tous les cas, je pense qu'il est important de se défaire de l'idée que l'histoire du handicap est celle d'un progrès continu et linéaire vers le mieux, parce qu'on a eu des périodes. Aujourd'hui, la situation pour les personnes handicapées n'est vraiment pas brillante, même assez dramatique. Et on a eu des périodes où ce regard et le traitement, disons, des personnes handicapées étaient bien plus favorables, bien plus positifs. Elles étaient plus valorisées par la société à certaines époques ? Oui, c'est ça a vraiment dépendu. Mais par exemple, pendant le haut Moyen-Âge, donc à peu près 5e, 11e, certes, dans le cadre du christianisme, et ce dès les évangiles, en réalité, le handicap est associé au péché. Une personne handicapée, c'est une personne qui a commis un péché, et ça, c'est une bonne chose que l'on se soit globalement défait de cette conception. Mais celle-ci n'allait pas du tout de pair, paradoxalement, avec une exclusion de la société. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout un réseau d'entraide et de solidarité fondé sur la charité chrétienne, qui n'est pas du tout la charité qu'on dénonce à juste titre aujourd'hui comme pitié, condescendance, mais un sentiment de fraternité et de sororité qui faisait que les personnes handicapées, excepté celles qui étaient porteuses de la lèpre ou de maladies assimilées, qui elles ont été rapidement enfermées, sinon, toutes les autres n'étaient pas confinées, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'état de confinement permanent. Qu'est-ce que vous pensez du fait, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure pour les personnes sourdes, mais du fait que les sportifs porteurs d'une trisomie 21 et ceux reconnus aussi comme autistes sans déficience intellectuelle ne sont pas admis encore à ce jour à ces Jeux ? Cette exclusion me paraît assez scandaleuse. Officiellement, c'est un peu paradoxal. Oui, ça discrimine une partie de ces complètement. Les Jeux paralympiques disent qu'ils luttent contre les discriminations. Ils sont en réalité extrêmement excluants. Officiellement, ce n'est pas une exclusion des personnes porteuses de trisomie ou d'autisme, mais on nous dit que ces personnes ne franchissent pas les seuils de performance affichés, attendus. Or,
Il faut savoir aussi que, outre les jeux silencieux dont on parlait, rebaptisés les Deaf Olympics depuis quelques années, il existe aussi ce qu'on appelle les Global Games depuis 2004. Et là, ils peuvent y participer. Exactement. Ces personnes-là concourent, remportent des médailles. Donc, la véritable raison, c'est toujours ce fameux validisme. Il y a quand même un ancien président de la Fédération internationale du sport adapté qui a dit, je le cite de mémoire, on ne va quand même pas faire concourir les personnes trisomiques parce que dès qu'elles se verront sur grand écran, elles s'arrêteront de courir et feront coucou à la caméra. Donc on en est encore là. C'est là où on réalise qu'il y a encore énormément à faire. Peut-être une dernière question. Après ces festivités, l'enjeu, c'est évidemment surtout d'améliorer le quotidien de ces personnes handicapées qu'on oublie le reste de l'année bien souvent dans les transports, la scolarité, etc. Pourquoi est-ce que justement on les oublie, et notamment les hommes politiques dans les programmes ? Ils prétendent ne pas les oublier, mais l'exclusion est toujours là, à peu près de manière sans discontinu depuis, je dirais, la révolution industrielle et le 19e et le 20e siècle ont été les grandes périodes de l'institutionnalisation massive, de l'enfermement massif, sans parler du Troisième Reich qui les a exterminés. Les personnes handicapées et les politiques, comme ça, font croire qu'il s'agit d'y aller petit à petit, pas à pas, qu'il faut être patient, mais en réalité, on est dans une société extrêmement excluante, et y compris la loi handicap de 2005 ne va pas du tout dans le bon sens, excepté quelques points positifs, comme la déconjugalisation de l'AAH. Qu'est-ce qui va pas dans le bon sens ? Il a été obtenu récemment. Eh bien, cette loi, il faut quand même savoir que la France a été condamnée 3 fois par des instances internationales, 2 fois par les Nations Unies, 1 fois par le Conseil de l'Europe, pour son traitement des personnes handicapées. Pourquoi ? Parce que la loi de 2005... Certains prétendent l'inverse, mais il suffit de la lire, s'inscrit encore dans ce qu'on appelle le modèle médical du handicap, c'est-à-dire cette logique où on cherche à adapter finalement l'individu à la société. On a pu faire cette critique aussi pour les Jeux paralympiques, où finalement il s'agirait de s'aligner finalement sur les normes des personnes valides. Il faudrait retourner complètement cette loi, faire tout l'inverse, adapter la société à l'individu. Et espérons que cela s'améliore dans l'avenir. Merci infiniment Marion Chotin.